Le champ d'action de tout ce qu'on fait est tellement large, il y a tellement de points un peu spécifiques qui sont des angles morts que parfois on connaît nos grands dispositifs, mais dans le détail de ce qui est fait, enfin je parle avec des nouveaux conseillers départementaux, c'est vraiment intéressant d'aller sur le terrain. Dans cette résidence, et on essaye d'avoir dans cette résidence des gens de toutes les générations. C'est pour ça qu'on appelle intergénérationnel. De manière à ce que les personnes âgées, les plus âgées, puissent aider les plus jeunes et vice-versa. Et ça marche très bien. Par exemple, un exemple simple, une jeune maman qui était là, qui travaillait, c'était des résidents qui étaient plus âgés, qui allaient chercher les enfants à l'école, par exemple, des choses comme ça. Le principe, c'est de créer du lien, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement on reçoit les gens pour leur offrir un toit, mais ils s'engagent aussi à participer à la vie collective de la résidence. C'est pour ça que vous avez cette salle-ci où vous avez toute une cuisine qui a été aménagée, parce qu'ils ont des ateliers de cuisine où on leur apprend, où ils apprennent ensemble à faire des plats des pays des uns ou des autres, ou bien etc. Ils apprennent également à pouvoir faire la cuisine de façon économique. Ils peuvent également, s'ils le souhaitent, regarder une émission de télé en commun, etc. Les matchs de Coupe du Monde, quoi. Oui, par exemple, les matchs de Coupe du Monde. C'est des ateliers aussi d'art plastique, de projection, de création, beaucoup d'art et de culture. Voilà. Quand Odile, par exemple, est aussi en charge, elle a accepté de faire l'animation du jardin collectif. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, donc on a le jardin, on va faire un rapide tour dans le jardin. Et en plus, si vous voulez, notre association marche, notre Maison Bleue marche si bien que Odile a été choisie aussi pour avoir des responsabilités au niveau national pour notre association pour l'animation des jardins. Et le président de nos résidents ici, Tamba, lui, il est au comité, il est dans son pays là, actuellement, il est au comité national de la pauvreté qui a été institué par le Premier ministre. D'accord. Et donc il nous a dit, moi l'immigré, j'ai un courrier du Premier ministre qui m'invite à une réunion. Il vient de quel pays? Il est originaire de quel pays? Il est de Guinée. Voilà, Guinée. Il est retourné pour les fêtes. Équatorial, Bissau ou Guinée? Bissau. Guinée-Conakry sans doute. Guinée-Conakry, ouais. Voilà. Donc ce qui est intéressant, on peut visiter que ici et le jardin, Bien sûr. que c'est les seuls endroits collectifs. Le projet qu'on a ici, c'est que on doit déménager notre accueil dans un autre lieu de Vannes. Et à ce moment-là, on a les deux bâtiments qui sont à nous. D'accord, là où vous avez votre permanence en fait. Voilà. D'accord, et vous allez la récupérer permanence, et on va récupérer ça. On espère pouvoir faire agrandir un petit peu, si on trouve les budgets, pour agrandir un peu les parties collectives et avoir à ce moment-là une résidence. Aujourd'hui, on a 17 logements ici. Il y a 9 logements à côté qui ne sont pas considérés comme dans la résidence, par manque d'espace collectif. Et donc après, on devrait avoir l'ensemble, les 26 appartements sous le même statut. Donc là, vous êtes vous propriétaire. Oui, c'est l'association. Oui, et donc juridiquement, c'est du logement social. Oui. Donc comme ça, vous êtes éligible aux, voilà, tout à fait. aux aides qu'on verse nous, pour partie, tout à fait. D'ailleurs, dans ce cadre-là, si vous voulez, les résidences intergénérationnelles. Pour les résidents déjà, comment ça se passe ici? C'est pour vous, c'est des logements de qualité, vous êtes bien ici? C'est le logement de qualité, ça se passe très bien entre nous. On s'entend tous bien, avec Alexandre et Dorian. On a des échanges, on a des réunions, on boit le café ensemble, on discute, on échange, et puis tout se passe correctement, et en fin de compte, tout le monde se sent bien ici. On vit très très bien ici dans cette résidence. Bon, c'est bien, puis en plus vous êtes en hyper centre-ville, quoi, donc c'est On facile. est bien situé en plus. Ouais. Les magasins, les commerçants sont proches, Ouais. donc pour aller faire nos courses, on peut aller à pied tranquillement. Bien sûr. Bon, là, il n'y a aucun problème, quoi. Et parmi vous, donc certains passent plus de temps dans le collectif que d'autres, ça se passe. Alors, effectivement, puisqu'il y en a certains qui travaillent, donc ils sont oui, moins dans le sûr. collectif, Ouais. et donc ceux qui travaillent, ils sont là plutôt en fin de journée. D'accord, bien sûr. Ouais. Voilà. Et l'âge des gens qui sont logés, ça va de combien à combien, les plus jeunes aux plus anciens, on va dire? Le plus jeune, ça sera 18 ans, puisqu'on ne prend pas de personnes mineures, D'accord. normalement, sauf qu'il y a des familles avec enfants, donc Oui, je ne compte pas les enfants, mais c'est pas eux qui sont locataires. D'accord, mais il y a des enfants. Il y a des enfants, oui. On a 3 actuellement, 3 enfants. D'accord. Donc on a donc des jeunes de 18, à partir de 18 ans, on essaye d'avoir à peu près un tiers de jeunes de 18 à 35 ans, un tiers de 35 à la soixantaine, D'accord. et enfin à 40, 35 à 55, et un tiers au-delà de 55. C'est comme Fernand Renaud, vous arrivez au 4 tiers. Hein. Voilà, on arrive au 4 tiers. Voilà. C'est plus notre époque, Fernand Renaud, mais bon. Voilà, et donc en fait,
vous donnez des ateliers cuisine de temps en temps. D'accord. D'ailleurs, au départ, quand on avait fait l'invitation, on s'était proposé Oui, de vous tout à garder fait, à voilà. déjeuner et que ce soit les résidents qui vous aient préparé le Ça aurait repas. été très sympa. Mais alors, pour tout vous dire, j'ai invité les parlementaires du département à déjeuner ce midi. Donc, Oui, voilà. d'accord. Donc, c'est pas... Et c'était pas facile de trouver une date qui convienne à tous nos parlementaires. Donc, Mais sachez que si vous souhaitez un jour partager un repas avec Ouais. les gens ici, ils seront ravis de le faire. Pour vous donner un exemple, on l'a fait avec la directrice de la CAF. Elle avait dit qu'elle était obligée de partir à 1h30. elle est Et partie à 3 partie à heures. 2h15. Parce qu'elle était enthousiasmée par les échanges qu'il y a eu. C'était formidable. Quoi, parce que vraiment, les parlementaires, il y a Madame Le Hénan. oui, Madame Le Hénan est venue ici. D'accord. Voilà. Donc, bon, avez-vous d'autres questions pour nos Nos résidents? spécialistes là, du quartier. Moi, je suis en tant que vice-président du CCS, je suis déjà venu ici, déjà visité, on a déjà beaucoup échangé, donc je laisse le soin. Ben, moi, je connais bien également, et ce que je trouve, ce qui définit, c'est l'humanisme et l'habitat. Oui. Parce qu'il y a vraiment une dimension très humaine. Moi, j'étais très touchée par les témoignages que vous aviez pu avoir les fois précédentes, où vous pouviez dire pour certains que c'était la première fois où vous aviez une clé, votre clé de votre domicile. Et ça, je trouve que c'était touchant. Et c'était plein de promesses et de belles promesses. C'était à l'inauguration des Oui. fresques. Ouais. On a fait un Ouais. discours qui était fabuleux parce que c'est un monsieur qui est arrivé en Europe à 18 ans. Il est chez nous, il va arriver à 80 ans. Et il est chez nous depuis le début de la résidence. Donc il a dû rentrer ici en 2018. Donc vous voyez, il avait passé 70 ans. Il n'avait jamais eu de clé. Son nom sur la boîte aux lettres. Ouais. Son nom sur Et la son boîte nom sur la boîte aux lettres. Et il a dit effectivement qu'il a toujours vécu chez les autres, il s'est toujours débrouillé, soit au foyer, soit ceci. Et quand il est arrivé chez nous, il avait sa clé. Et je peux vous dire, il la montre. Il est fier. Et quand on lui demande un justificatif de domicile, il vient avec 3 ou 4, parce qu'il est tellement fier d'en avoir qu'il vient avec 3 ou 4 justificatifs de domicile. Et c'est vrai que ce côté-là, quand les gens mettent leur nom sur la boîte aux Bien sûr. lettres, pour eux, c'est quelque chose de... On est chez nous, quoi. Ils sont chez eux. C'est ce que j'avais relevé, tu sais, quand je suis venu la première fois. Ouais. Je m'attendais à un hébergement, et en fait, c'est un lieu de vie. Ah, c'est un lieu de vie, C'est oui. un lieu de vie, un lieu de partage. Et ça, vraiment, c'est vraiment une donnée extrêmement importante. Et si vous voulez, on a un certain nombre de résidents qu'on a mis de façon pérenne, c'est-à-dire c'est eux qui choisissent quand ils veulent s'en aller, et c'est eux qui font un peu la structure de l'équipe, si vous voulez, parce qu'on a beau avoir des équipes de bénévoles et des salariés qui sont là pour... Mais il faut qu'il y ait cette ambiance, Bien sûr. parce que c'est permanent. Ça favorise l'accueil, Voilà. transmettre les informations liées à la vie commune. Voilà, c'est aussi bien que ce soit les résidents qui transmettent tout ça. Donc on a- Et est-ce que vous avez sur le... Sur les 17, il y en a 6 qui sont en bail classique. D'accord. Moi, je voulais te poser une question sur les entrées et les sorties, en moyenne. toujours un peu comme À ça, peu près, je n'osais pas dire turnover en anglais aussi, mais bon. La rotation. C'est combien Quoi, sur les on 17 a 3 sorties par an à peu Ouais, près. 3-4 sorties par an. De renouvellement, je veux dire. Ouais. Est-ce que c'est un accompagnement à chaque fois sur le parcours? Ça valide bien d'aller après Oui, sur bien un sûr. autre. Alors, oui. Alors, Oui. si vous voulez, oui, il y a des choses assez extraordinaires. On a eu un monsieur, par exemple, qui est arrivé ici. Il était immigré d'Afrique. Il avait fait un boat people pour aller jusqu'à La Réunion. Enfin, bon, je vous passe pas son... Ils étaient partis à 128, ils sont arrivés à 62. Ça veut dire où sont les autres. Et donc, il est arrivé à Vannes, il était sous les ponts. Il est arrivé chez nous. Il a réussi à faire une formation. Il est maintenant salarié des APF. Et il a pu faire venir sa femme et ses 2 filles. Donc voilà, oui, c'est un vrai tremplin pour les gens, quoi. Ça leur permet de démarrer. On a une dame qu'on a reçue aussi qui était mise à la porte par son conjoint. Et elle n'avait plus rien, elle était avec sa fille. Maintenant, elle a un petit magasin de massage, de massage bien-être, etc. Du côté de Rennes. Bon, voilà, c'est des gens, ça leur permet quand même de prendre pied, de se poser. Ça marche bien pour. Vous avez des gens, quand ils arrivent chez nous, ils ne savent pas, enfin vous me dites si je dis de bêtises, mais ils n'ont pas de projet pour demain parce qu'ils n'ont pas de perspective. Et rien que le temps qu'ils arrivent à prendre de nouveau le fait d'être tranquille chez eux, de pouvoir avoir un projet, déjà c'est formidable. Déjà de penser qu'est-ce que je vais faire le mois prochain ou qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, c'est déjà un progrès formidable pour les gens qui... En sachant qu'ils ont quand même assuré d'être... Et puis,
puis aussi Protégés. Oui, ils sont en sécurité. Et puis aussi Sans sécurité. d'avoir une certaine ambiance autour de Voilà. lui. Nous, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés ici vraiment déconstruits, écrasés par la vie. Et franchement, le fait de leur demander des nouvelles, de s'occuper d'eux, de leur sourire, de boire un café ensemble, ils voient qu'ils ne sont pas rien, quoi. Alors qu'ils étaient, franchement, tout déconfits, les pauvres, quoi. Et c'est un bonheur de les voir remonter, parce qu'on en voit beaucoup, des gens qui arrivent ici tout cassés et remonter. Et ça, c'est waouh, ça fait plaisir, quoi. Mais c'est parce qu'il y a cet esprit. C'est un esprit. Moi, j'habitais en HLM à Vannes. En HLM, il n'y a pas cet esprit. Chacun est dans sa case. Ici, on peut être chacun aussi dans sa case parce qu'on a notre espace privilégié intérieur et intime. Mais on a aussi cette partie de partage. Et moi, je trouve ça, c'est une nouvelle manière d'habiter, ce qu'on dit maintenant beaucoup, mais c'est très intéressant à plein de niveaux, au niveau humain, au niveau lien, au niveau... moi, j'ai habité à plein d'endroits, dans plein de manières différentes. Et franchement, ici, c'est une belle expérience. Merci. Non, mais je le dis parce que... Non, mais c'est sympa pour nous d'entendre ça. Ah oui. Moi, j'ai été au commission d'attribution du logement à un moment donné à Van Golf Habitat, et c'est vrai qu'on sentait, quand on avait l'histoire, la présentation des personnes, que trouver un logement était une réponse, mais n'était pas la seule réponse. Et qu'il faut apporter tout l'accompagnement, la prise en charge globale, pour permettre à la personne de se reconstruire, de se retrouver et d'avancer. Et c'est frustrant quand on se dit qu'on va donner un appartement, mais que ça suffit pas. Et ça, c'est une étape extrêmement importante pour aller vers le droit commun. C'est pour ça que j'ai proposé récemment à la personne qui s'occupe du social chez Bretagne Sud Habitat, donc c'est un Nord-Béant Habitat, d'éventuellement avoir une collaboration pour que dans quelques cas, on puisse avoir des systèmes de baux glissants pour qu'on puisse accompagner les gens pendant la période où ils sont fragiles, etc., les reconstruire. Et puis si ça se passe bien, une fois que les gens sont stabilisés dans leur logement, le bail glisse directement ça ne change pas le logement. C'est ce qu'on fait. Et ça, si vous voulez, je l'ai proposé à la dernière réunion à la préfecture, si vous voulez, ils ont parlé de ce fait de privilégier le logement à l'hébergement, mais en ayant du logement accompagné dans la première période, notre association, pour sa petite participation, parce qu'on ne va pas couvrir les 33 000 logements, je crois. Oui, plus de 33 000 maintenant. Ouais. Voilà. On ne va pas s'occuper de 33 000 logements, mais sur quelques logements, 55 000 personnes. on pourrait très bien imaginer que notre association puisse avoir un partenariat avec le Nord-Béant Habitat pour faire ce genre d'aide à l'accompagnement avec un bail glissant qui permet aux gens de rester dans leur logement après. C'est une béquille. Oui, bien sûr. Non, c'est bien. Voilà. Bon, merci. Merci à vous. Moi, j'avais plusieurs projets dont je voulais vous parler. Donc, il y en a un, c'est pour vous informer. Quand la CAF est venue, on a un problème de fonctionnement au niveau national, mais au niveau local aussi, de fonctionnement de ces résidences intergénérationnelles, parce qu'elles n'ont pas leur place dans les financements. Excusez-moi. Elles n'ont pas de statut, si vous voulez, comme les foyers de jeunes travailleurs ou comme les établissements, comme les pensions de famille. Elles n'ont pas de financement prévu. Au début, quand Habitat Humanisme, alors pour l'histoire, Habitat Humanisme a créé les pensions de famille il y a bien longtemps. C'est devenu quelque chose qui maintenant est passé dans le domaine public. Il y a un financement, ça fait partie des choses qui sont courantes, mais c'était au départ une imagination faite par Habitat Humanisme. Les résidences intergénérationnelles, c'est la même chose, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de financement pour le fonctionnement. Alors, je vous le dis juste pour information, avec Madame Bastien, on est en train d'essayer de créer un petit groupe de travail au niveau national, dans lequel nos élus seront largement aidants pour faire avancer le dossier, pour essayer de faire que le financement puisse être la continuation du FJT. D'accord. Alors, on s'adresse à la pour CAF. n'hésitez pas à ne pas parler en sigle pour les des fois nos amis de la presse. travailleurs. Voilà. Ça encore, ça va. Et donc, voilà, on a ce projet-là qui est en cours, parce que le financement de ces maisons intergénérationnelles, si vous voulez, on s'est aperçu que sans salarié, le salarié, c'est l'âme du système. S'il n'y a pas quelqu'un qui agite la mayonnaise ne se fait pas.
Et donc, sans le salarié, on n'y arrive pas. Et aujourd'hui, un poste de salarié, c'est à peu près 40 000 euros. Et donc, sur les dons, ça ne suffit pas. Alors, vous nous donnez, le département, 2 fois 5 000 euros. Attendez, si vous voulez, c'est... Après, il y a la ville, il y a le CCS, voilà, tout ça. Enfin, Et là, on a fait une aide un peu exceptionnelle aussi. Enfin, il y a eu, alors, Ouais. pas sur la... c'est sur autre chose, on parlera après, Ouais. sur la LT. Ouais. Donc, sur l'aspect... on a d'autres aides, en particulier la CAF est un partenaire important, puisque la CAF, si vous voulez, finance, puisqu'on s'occupe de famille, la CAF nous aide de façon importante. Hein, c'est de l'ordre, sur les 2 résidences, c'est de l'ordre de 45 000 euros. Mais le défaut de la CAF sur cette maison-ci, c'est qu'on n'a pas de contractualisation. Donc chaque année, il faut redéposer un dossier et recommencer. ils n'avaient pas ça sur 3 ans. Sur la Naster, on a réussi à faire classer la résidence comme espace de vie sociale. Donc on a là-bas un contrat maintenant, donc on vient de l'avoir, donc il est pour 2 ans probatoire, et après les 2 ans, si vous voulez, on va avoir la continuité. Ça sera simplement à nous de prouver chaque 3 ans, je crois, ou chaque 5 ans, qu'on est toujours dans les clous, mais le contrat continue, il est plus pérenne, il est pérenne, je veux dire. Alors que sur celle-ci, comme on n'a pas pour l'instant d'ouverture à l'extérieur, on n'a pas souhaité en faire un espace de vie sociale, parce que ça ne correspond pas à la maison, et donc du coup, la CAF nous finance différemment, mais à chaque année, il y a ça travail à faire. Voilà. Et les locataires, ils ont la paix? Alors les locataires ont la PL, oui. Non, c'est juste pour justement, c'est le fonctionnement. c'est les 45 000 euros, les 40 000 euros qui sont du aux salariés, oui. et puis après les espaces communs. Voilà, c'est les activités, si vous voulez. Parce que, bon, c'est vrai qu'à chaque fois, on sollicite la générosité. Par exemple, pour les fresques, on a fait venir des artistes, ils ne sont pas gratuits, donc on les a rémunérés. Alors il se trouve, et vous l'avez vu sur la petite pancarte, on a des donateurs qui nous aident. Mais quand on lance le projet, on n'est jamais sûr qu'il y aura assez pour le faire. Hein. Voilà, bon. Ça, c'est un problème. Bon. C'est un des problèmes, c'est les résidences intergénérationnelles. Les activités de notre association, autrement, c'est aussi donc, de l'ALT, vous en avez parlé. Donc j'avais fait un courrier à M. Goulard. Alors l'ALT aussi, pareil, allocation, logement temporaire. Ouais. Excusez-moi, je suis tellement habitué. Non, c'est vrai que, en interne, on oublie. C'est bien de... Donc l'allocation logement temporaire, c'est un dispositif qui est géré par l'État et par le département. Donc l'État finance les logements et le département finance le personnel qui s'occupe de l'accompagnement. Et donc dans ce cadre-là, si vous voulez, on a une personne qui est financée à mi-temps, enfin un demi-ETP par le département, et j'avais demandé si on pouvait avoir plus, et c'est pour ça que vous parlez de cette aide exceptionnelle. J'avais demandé si elle pouvait avoir plus parce que elle fait en fait 80% de son temps sur le dispositif, et donc c'était juste pour pouvoir arriver à équilibrer nos comptes de ce côté-là. Donc j'ai vu cette année effectivement que vous aviez mis exceptionnellement pour répondre à notre demande. Et si vous pouviez réfléchir à une pérennisation, ce serait quelque chose qui nous stabiliserait. Donc là, on a actuellement 13 logements qui sont dans le cadre de ce dispositif-là. Et on a projet d'en avoir 2 autres sur Musillac, qui étaient gérés par le Secours catholique, je crois. Le Secours catholique souhaite se retirer et on est en négociation avec la mairie de Musillac pour éventuellement, s'ils le souhaitent, reprendre la suite. D'accord. Parce que les logements tenaient à la mairie et étaient gérés par le Secours catholique, c'est ça? D'accord. Et donc là, il reviendrait vers nous pour qu'on puisse faire l'accompagnement des gens derrière. Alors dans les autres activités, on a ce qu'on appelle des logements qui sont dans le diffus, c'est-à-dire qu'ils sont répartis un peu partout avec des propriétaires solidaires ou des bailleurs sociaux d'ailleurs, on appelle ce logement des bailleurs sociaux. Et là, on fait de l'accompagnement, c'est du logement qu'on fait en convention d'occupation temporaire. Hein, c'est un loyer, un bail à courte durée. Pendant cette durée-là, on demande aux gens d'accepter l'accompagnement et ce sont des bénévoles qui accompagnent les gens. Alors on essaye de ne pas prendre des cas trop difficiles parce que nous autres bénévoles, on n'est pas des professionnels comme nos salariés. Et donc quand on essaie de ne pas avoir des cas trop lourds, il nous arrive des fois d'avoir des cas difficiles parce qu'on se trompe, mais c'est pas facile pour nous de gérer ça. Voilà, donc on a une vingtaine de logements comme ça qui sont répartis sur le territoire de Vannes. Et on est en train de démarrer la même chose sur l'Orient, puisqu'on est en train de parler au département. Donc sur l'Orient, on vient de recruter une salariée qui est en charge de développer l'intermédiation locative sur l'Orient et qui a pour objectif de collecter des logements vacants.
Et donc, on a fait paraître, d'ailleurs, merci à la presse, c'est très important pour nous d'avoir le soutien de la presse, propriétaires, du coup, qui Il y en s'approchent a de qui nous. vous ont appelé pour éventuellement mettre leur logement vacant Voilà. à disposition. Voilà. Oui. Oui, on a eu beaucoup. Oui, parce que l'avantage, si vous voulez, de notre association, c'est qu'on garantit le loyer Oui. et on garantit l'entretien du logement. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire que quand le locataire s'en va, nous, on remet le logement en Oui. état. Et il y a un suivi. Donc, Et puis, il y a un bien suivi, sûr. c'est-à-dire que le locataire n'est pas laissé Ouais. à l'abandon. Même si, quand on fait un suivi dans le logement, si le locataire entretient mal son logement, on s'en aperçoit très vite, Bien sûr, on lui ouais. dit, attends, il faut corriger le tir, etc. Donc, Combien évite- vous avez aujourd'hui à l'échelle du département, combien vous gérez, alors soit en propriété comme ici, soit en mise à disposition ou par des bailleurs sociaux, combien vous gérez de On a logements à peu près 139 logements aujourd'hui, 139. donc qui sont soit en résidence intergénérationnelle, Ouais. soit dans le diffus, soit dans les cadres de dispositifs ALT, et on a beaucoup d'IML migrants à cause de la crise afghane. IML, et c'est pareil, intermédiation locative, je l'avais dit tout à l'heure, IML, c'est l'intermédiation locative. Ouais. Donc, en intermédiation locative pour les Ukrainiens et les Afghans, on s'est... Là, on vous a aidé d'ailleurs un petit peu, je pense, Oui, les Ukrainiens. pas qu'un petit peu, vous nous avez Ouais. beaucoup aidé. Ouais. Mais Ouais. sans l'aide publique, si vous voulez, on rend un service. sûr. Voilà, on rend un service à la collectivité, Mm. mais c'est grâce aussi aux appels à Bien projets sûr. et aux aides, parce que sinon on peut pas. Hein, nous, si vous voulez, les dons des personnes diverses et variées, c'est 50 000 euros sur un budget de 450 000 euros, si Ouais. vous voulez. Donc le reste, c'est et les loyers C'est- des c'est locataires, les parce que 10%. nos locataires payent un loyer, soit les APL, soit leur loyer, et c'est les aides que nous apportent les collectivités Sûr. territoriales, que ce soit la CAF, le département en tant que département, le département par l'État, les communautés d'agglo, etc. Et on s'inscrit dans des protocoles, par exemple à Lorient, si vous voulez, on est en lien avec la communauté d'agglo pour essayer de capter ces logements qui sont vides pour rien. Et on est en train de... Ça, c'est bien parce que franchement, on a quand même un taux de vacances, alors certes moins important que d'autres départements ici, mais malgré tout, on a quand même un taux de vacances qui est quand même pas neutre. Et pour les propriétaires, il faut quand même les sensibiliser, les aider. Et plus des logements vacants reviendront d'abord parce qu'on a besoin de logements, ça évite de les produire. Ils sont, entre guillemets, ils sont déjà là, sauf qu'ils reviennent dans un marché locatif, fût-il ou social ou dans d'autres domaines. Mais je pense que c'est vraiment c'est important. Non, une information très récente, c'est que notre organisme au niveau national vient de signer, on l'a su la semaine dernière, un programme qui s'appelle C2E, qui est un programme national, qui a été signé par l'UNPI, c'est l'association des bailleurs sociaux. Bonjour. Bonjour. Solia, Habitat Humanisme et le réseau des ADIL. Et ce contrat, si vous voulez, va être doté de 25 millions d'euros sur 3 ans. Et donc, et nous, on a dit que sur le département, on était volontaire pour adhérer très vite à ce programme. Ce programme a pour but d'aider les propriétaires qui ont des logements F ou G, de les rénover pour pas qu'ils sortent bien sûr. du Parce que ça, c'est le vrai danger aujourd'hui qui collectivement, alors la mesure est louable et je la soutiens tout naturellement. Par contre, le gros danger qu'on a, c'est quand même que nous perdions des logements locatifs et que dès lors, un certain nombre de propriétaires se retournent ou vers le logement social déjà saturé pour certains ou avec d'autres solutions. On avait vendredi après-midi une espèce de séminaire avec David Robot, Fabrice Soher, le président de l'agglomération, puis sur le logement social au sens large du terme, c'est quelle stratégie départementale de l'habitat et quelle feuille de route on donne à Morbihan Habitat. Donc on a passé l'après-midi ensemble un peu à brainstormer sur tous ces sujets-là, mais on a parlé des sujets de la rénovation énergétique du parc Morbihan Habitat, c'est quand même pas neutre, ça va être entre la construction, la rénovation, c'est à peu près 1 milliard d'euros d'investissement en 6 ans, donc c'est quand même des sommes absolument considérables. Mais une des craintes que l'on avait, c'est pour le propriétaire locatif, pas le propriétaire du moins, qui met éventuellement aujourd'hui à bail locatif, qui a son logement en F ou G ou d'autres, et qui parfois peut ne pas avoir les moyens de rénover son logement pour diverses raisons, parce qu'il y a des gens qui ont notamment la maison des parents, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'ils ont des revenus et qu'ils ont des disponibilités pour investir. Et donc, notre crainte, elle est que effectivement, un certain nombre de logements disparaissent. Alors bon, on va dire c'est quelques patoires, c'est terminé peut-être, mais les gens qui sont dedans
comment ils font, comment on leur trouve une solution. Enfin, donc on sent qu'il y a potentiellement une tension à arriver sur le logement dans les années à venir, qui est liée en fait à ça. Donc certes, on va donner un gros coup de collier parce que on maîtrise notre parc public quelque part, même si c'est des gros investissements. Pour autant, pour ce qui est vraiment du privé pur, il y a quelques inquiétudes quand même à l'avenir. Alors vous pouvez compter sur nous, puisque j'ai dit à notre président national qu'on était volontaire pour nous, sur le département, s'inscrire dans le programme C2E et de faire tout ce qu'on pouvait pour capter des logements et faire participer, c'est avec Bayrénov. C'est bien ça. Et donc nous, on est prêts à voir comment nous, modeste association, on peut aider à capter des logements. Et côté de l'intermédiation locative, j'ai l'accord aussi des services de la préfecture pour nous dire qu'ils nous soutiendront si on se développe en intermédiation locative partout sur le département. D'ailleurs, il faut que je vous parle de... On travaille ensemble là-dessus, sur un projet qui est de remettre en location plus de 500 logements, si tu veux, repérés dans Vannes, qui actuellement sont quasiment fermés. D'accord. On partirait sur une idée, on travaille avec l'abbé Pierre catholique et puis vous, sur l'idée d'offrir donc un continuum, un suivi et une défiscalisation, si tu veux, ce qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... Voilà. Et donc là, on est en train de monter un peu l'affaire, j'ai plusieurs réunions. Je pense que c'est une solution à côté de l'offre sociale. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu vois, il faut mobiliser les logements existants. Ceux qui sont là, ils sont là. Il faut qu'ils servent, entre guillemets. D'ailleurs, une des choses dont il faut qu'on vous informe, c'est qu'on a créé une agence immobilière à vocation sociale, AIVS pour les sigles, une agence immobilière à vocation sociale sur le plan régional, au niveau des 4 associations Habitat Humanisme de Bretagne. On a créé ensemble une association qui s'est constituée le 14 juin dernier en agence immobilière à vocation sociale, et l'objectif, ça sera de participer justement au niveau de la région, mais donc dans chaque département bien évidemment, à cette mise en œuvre des logements. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi, c'est avec l'association des maires du Morbihan, parce que certes, nous, on agit, on subventionne, on aide, enfin voilà. Mais pour autant, pour faire connaître tout un tas de choses comme ça auprès des propriétaires, c'est comment on atteint le propriétaire finalement. C'est quand même le vrai enjeu, il est là, parce qu'il y a plein de gens de bonne volonté qui n'avaient pas imaginé cette solution-là parce qu'ils la connaissent pas, qui ne savent pas trop quoi faire de leur logement vacant, et demain ça peut être des bonnes solutions. Mais l'association des maires, le canal des communes est quand même un bon canal de diffusion, parce que il y a les bulletins municipaux, les gens sont friands de leurs bulletins municipaux. L'association des maires peut être, vous avez sans doute déjà entamé ça, mais je pense que c'est un bon canal aussi. On est en contact avec la communauté d'Aglo de Rennes, on est en contact avec la communauté d'Aglo de Lorient, on est en contact avec la communauté d'Aglo de Pleuhermel. Mais pas avec l'association des maires pour l'instant. Alors j'ai écrit à l'association des maires, mais j'ai pas de réponse pour l'instant. D'accord. On n'a pas de... Bon, je la vois prochainement, Yves Blenven, je vais lui en parler, parce que ça mérite quand même qu'il y ait une réunion un petit peu formelle entre l'association des maires et Habitat Humanisme, parce que je pense qu'il y a des choses en commun à faire, notamment sur ce sujet-là. Alors si vous voulez, l'aspect ukrainien nous a un tout petit peu aidé, puisque la préfecture nous demande de prévenir les mairies chaque fois qu'on met une famille ukrainienne dans un logement. Donc combien vous légez d'Ukrainiens sur votre on va arriver à 20 familles. Ah oui, multiplié par 3. Alors on est un peu plus de 60 personnes. C'est bien ça. On est, dans le groupe Habitat Humanisme, on est une des associations de taille moyenne les plus emblématiques. Bon, il y a nos collègues de Lyon et de Paris, ça c'est un peu exceptionnel, mais autrement dans les associations de taille moyenne, on a été une des plus réactives pour vraiment monter ça en mode projet et pour pouvoir effectivement identifier avec, je disais tout à l'heure, l'aide de la presse régionale également, de pouvoir identifier des logements vacants, et donc on a identifié une vingtaine de logements, et il fallait en fait identifier à la fois les logements et identifier les bénévoles pour pouvoir faire l'accompagnement. On est assez fiers de ce qu'on avait. Ça nous a permis d'arriver en contact avec des communes, si vous voulez, sur lesquelles on n'a pas imaginé les sites. Et de ce fait, vous avez ouvert d'autres champs de discussion. On a ouvert une antenne à Auray, avec 3 logements de Bretagne Sud Habitat, dans laquelle on a mis des Ukrainiens. On est en négociation avec Gourin, et cette ouverture-là, à Pleuhermel ou à Gourin, les maires nous ont demandé si on ne pouvait pas s'installer de façon plus pérenne au niveau de notre association. C'est bien. Et ça pourrait supposer aussi que avec Morbihan Habitat qui vient de naître, dont la présidente sera élue ou le président sera élu demain, mais je pense qu'une convention, peut-être entre Morbihan Habitat et Habitat Humanisme,
voilà, sur un certain nombre de sujets que vous avez évoqués, me semblerait aussi pas mal, parce que, voilà, y compris sur un certain nombre de logements sociaux que vous pouvez gérer, enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de... Et puis dans le parcours que vous... Voilà, entre cette résidence intergénérationnelle que vous gérez, dans un parcours résidentiel, que certains puissent basculer un peu comme on le fait dans un autre domaine, et comparaison n'est pas raison, mais on a un autre domaine où parfois, quand les gens sont dans les maisons d'accueil des personnes âgées, où ils ont une certaine autonomie, puis progressivement ils en perdent un peu, on a des fois des conventions avec les EHPAD pour que on puisse un parcours, quoi. Et je trouve que là, ça pourrait être aussi assez intéressant que voilà, vous formalisiez sur quelques objectifs finalement entre. Je pense que ce serait bien. Nous sommes très ouverts, si vous voulez. Moi, je sais que depuis que j'ai pris la présidence, si vous voulez, on a essayé d'ouvrir sur le monde des collectivités. Donc, avant, Anne, on avait Béatrice Papé, c'est elle qui a organisé la réunion, et sa mission, ça a été justement de se faire connaître au niveau des communautés d'agglo du département, puisque notre association a décidé de s'implanter un peu plus sur le territoire et pas seulement dans les deux métropoles de Lorient et de Vannes. Et donc on est dessus, voilà, donc ça c'est des choses effectivement qui sont intéressantes. Non, mais ça me semble pas mal. En plus, l'association des maires, officiellement, c'est l'association des maires et présidents d'intercommunalité, oui, c'est ça, qui peuvent aussi vous faire un peu la passerelle là-dedans. Oui. Je vais en parler avec Blenven, le président, parce que vous ayez un peu un accord cadre là-dedans et un autre sur Morbihan Habitat, ça me semblerait d'une nature à poser ces sujets-là de manière un peu... Dans les autres sujets, si vous voulez, on essaie de s'inscrire dans le logement pour tous, dans l'habitat inclusif. Oui. Donc on a déposé des dossiers qui sont aujourd'hui au département, on espère qu'ils vont aboutir. Donc dans chacune de nos résidences, si vous voulez, vous avez compris que le financement de nos résidences, c'est pas simple. Oui. Donc on a un certain nombre de personnes qui sont susceptibles de répondre à cet habitat inclusif. Donc ça, c'est pour des logements déjà existants. Et nous avons un projet actuellement en cours sur la communauté d'Agglo d'Auray, qui serait de faire un habitat inclusif en partenariat avec l'association des paralysés de France. L'idée, c'est d'avoir 6 ou 7 logements destinés à des paralysés lourds, comme ils ont... Parce qu'on a déjà un partenariat, on a déjà 2 fois 6 logements avec les paralysés de France. Et nous qui gérons le logement, les paralysés de France nous utilisent comme le logeur, si vous voulez, et eux, ils s'occupent de l'accompagnement. Donc on aurait 6 ou 7 logements pour ces handicapés. On voudrait avoir entre 6 et 10 logements pour des personnes âgées qui ne veulent pas quitter leur quartier, mais qui ne peuvent plus rester dans leur appartement ou leur maison actuelle. Et entre les deux, le terme n'est pas bon, mais entre ces deux générations-là, on aurait des logements pour des jeunes pour leur premier logement. Ce serait des petits logements dans lesquels on aurait des loyers très modérés, et où on proposerait à ces jeunes un petit contrat de travail, mais quelques heures, pour l'animation de cette résidence. C'est-à-dire que dans cette résidence-là, si vous voulez, du fait que vous avez des paralysés ou des personnes âgées, il y a besoin d'avoir une astreinte le week-end et la nuit. Parce que quand un paralysé fait tomber sa télécommande, il faut que quelqu'un vienne lui ramasser. Hein, donc, même s'il est dans son lit, s'il a fait tomber sa télécommande, il appellera pour qu'on vienne lui ramasser. Donc, les jeunes auraient comme fonction d'assurer ces astreintes avec l'habitat inclusif, si vous voulez. En ayant 6 et 10, on aurait 16 logements, on peut assurer 2 salariés. C'est-à-dire qu'on peut assurer une présence salariée pendant les heures de journée, du lundi au samedi. Il reste après les nuits et le dimanche. Et donc là, ça serait les jeunes qui auraient un contrat d'astreinte pour pouvoir assurer ces fonctions-là. Voilà. Donc ça, c'est en cours, si vous voulez. On est en train de travailler là-dessus avec Madame Claire Masson. Alors, elle est en train de voir les terrains qui pourraient être utilisés. Donc ça, c'est un de nos projets. Et puis le dernier point, je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous allez pouvoir passer. Alors, midi et quart, il faut que je sois parti. Voilà. D'accord. Donc l'autre point, vous avez parlé d'EHPAD aussi. Donc il faut que vous sachiez aussi, je l'ai déjà dit aux personnes du département salariés, notre association gère au niveau national une 50aine de maisons d'EHPAD. D'accord. Et donc en fait, si vous voulez, on intervient dans les EHPAD quand il y a des difficultés. Alors au départ, ça a démarré avec des EHPAD, des congrégations religieuses, comme notre fondateur est quand même prêtre. Il a permis à ces maisons-là, quand il n'y avait plus assez de résidents religieux, de s'ouvrir sur l'extérieur. C'était des congrégations qui n'avaient pas les compétences pour faire de la gestion de maisons de retraite. Donc c'est notre association qui a pris le relais. Et donc aujourd'hui, on a une 50aine de maisons de retraite dans lesquelles on est soit propriétaire et gestionnaire,
soit propriétaire mais pas gestionnaire, c'est le cas à Saint-Malo par exemple. D'accord. Ou alors on est simplement gestionnaire et le propriétaire reste la communauté d'Ablo, enfin, ou la congrégation. Ou, voilà. Sachez qu'on est ouvert à aussi notre association au niveau national. Ce ne sera pas nous, association du Morbihan, nous on sera simplement un intermédiaire entre vous et notre association, si vous avez des maisons de retraite qui ont besoin de ce soutien-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour un prix, notre objectif c'est toujours le même dans l'association, c'est de faire que les gens aient un logement digne. Parce que l'indignité du logement, pour nous, c'est le moteur de notre association, c'est de donner un logement digne aux gens. Et donc, pour nous, les maisons de retraite que nous gérons sont à des prix qui permettent à des personnes âgées sans ressources d'être traitées comme des gens qui ont un peu d'argent. La seule différence, c'est qu'on ne rémunère pas d'actionnaires. Et donc, du coup, on arrive comme les EHPAD publics aussi, hein, c'est-à-dire que dans ce département, d'abord, on manque de places d'EHPAD, hein. Oui. C'est une réalité, on a 20% de places d'EHPAD en moins que les 3 autres départements bretons. Oui. Alors, quand on fait le ratio, nombre de places d'EHPAD pour 1000 habitants de plus de 75 ans. D'accord. Donc, moi, Corée-Acri, j'essaie de me débattre pour qu'il nous manque, si on fait une règle de 3, moi j'ai fait la moyenne des 3 autres départements de la Bretagne administrative, le Morbihan est à moins 20%, et donc il nous manque 1679 places d'EHPAD. Si on voulait être au même ratio que les autres. Alors on me dit oui, mais vous êtes à peu près dans le ratio national, c'est les autres qui sont au plus. Enfin bon. sauf que nous, alors et il y a des départements en France où il y a 21% de places vides, hein. Mais il n'y a pas le gouvernement ne fait pas de retransferts interdépartementaux, ce qui est navrant. Mais nous, on aurait besoin de places d'EHPAD en plus, ne serait-ce que pour consolider un certain nombre d'EHPAD d'un point de vue financier, parce que quand vous avez 60 places d'EHPAD, c'est difficilement, un certain nombre de charges sont difficilement amortissables. Donc on souhaite qu'il y ait plus de places d'EHPAD. On a pas mal d'EHPAD publics dont le seul objectif est d'être équilibré au final. Ce qu'on voit là, c'est d'abord qu'on a une dégradation des finances des EHPAD de manière très rapide, donc c'est très inquiétant, lié au coût de l'énergie. Je prends l'exemple de Mareva ici, hein, enfin voilà, multiplié 300 000 versus 1 million. Hein, donc on a plus 700 000 d'augmentation de coût d'énergie, donc les repas, tout ce qui va avec. Donc on a des difficultés, et nous, effectivement, on est toujours très fait attention à ce que le prix pour le résident soit le moins élevé possible. On a moins d'EHPAD privés, beaucoup moins que les autres départements en proportion. Nous, on a beaucoup d'EHPAD publics ou des EHPAD de nature associative aussi. Voilà, on a d'autres associations qui gèrent des EHPAD ou des EHPAD portés par des CCAS aussi. Donc, il peut y avoir demain quelques évolutions par rapport à ça, mais si on n'a pas forcément si on a quelques places supplémentaires, ça peut être aujourd'hui dans la confortation, mais pas dans l'ouverture malheureusement de nouveaux EHPAD. Et donc, on fait attention à ce que, d'abord, on intervient beaucoup plus fortement que les autres départements en subvention à la place pour l'investissement pour les nouveaux EHPAD, ce qui fait que quelque part, l'emprunt et donc la charge financière pour le porteur du projet, il est moins élevé, et donc ça joue sur le coût à la journée. Et puis, deuxième élément, c'est qu'on a quand même 18%, donc nous on intervient, le soin c'est l'État, hein, mais nous on intervient sur l'hébergement, c'est le résident, et puis la dépendance c'est nous, mais on a quand même 18% des résidents pour lesquels ils sont éligibles à l'aide sociale, et là on intervient y compris sur la partie hébergement. Donc ce qui fait que le but pour nous c'est vraiment que personne ne puisse ne pas aller en EHPAD pour des questions financières. Mais là, il y a un sujet d'équilibre. Avant, quand on prenait la globalité des EHPAD à l'échelle morbihanaise, le résultat était légèrement positif. Là, il a basculé dans le négatif. Donc, il y a quand même un sujet devant nous, hein, à l'échelle nationale. Ici, c'est encore plus grave. Ici, il l'est aussi. Donc, nous, on intervient quand même assez fortement financièrement. Mais ça reste un sujet quand même dans ce même. Et puis comme on vieillit plus vite un peu, parce que nous, on a notre population qui vieillit, mais on a aussi les anciens qui arrivent. Et des fois, ils viennent avec leurs parents encore, qui sont encore plus vieux. Parce que des fois, les gens arrivent en retraite, mais ils ne laissent pas leurs parents avec eux en région parisienne. Donc, ils viennent avec leurs parents qui ont 90 ans. Il faut trouver une place. Donc, c'est un vrai sujet dans ce département. Alors, nous, sachez simplement qu'on ne cherche rien du tout. Hein. Oui. C'est-à-dire que je vous dis bien simplement sûr. que si vous mais avez il peut y besoin, avoir, bien sûr. On a une expertise, et on se met à votre service s'il y a besoin. Ça peut, parce qu'il y a certaines associations dans le département qui
peuvent être aujourd'hui en difficulté dans la gestion de leur EHPAD. Ça peut être le cas. Alors, je me souviens, si vous voulez, que quand j'ai pris la présidence, Il y en a quelques EHPAD religieux encore aussi. oui, c'est ça. Et donc, je me souviens que j'avais pris rendez-vous avec les services du département, et Bernard Devers, qui est donc notre fondateur, avait pris aussi rendez-vous parce que le président avant moi ne s'occupait pas du tout des EHPAD, si vous voulez. Et donc, quand on allait faire doublon, puis du coup, Bernard Devers s'est retiré, il m'a dit, Jacques, je te laisse faire, c'est à toi de discuter avec le département, s'il y a des opportunités, dis-leur qu'on est là. On ne cherche pas de l'expansionnisme, mais on en a quand même une cinquantaine, donc on commence à avoir une certaine expertise qui nous permet parfois... Non, mais ça peut être une solution qu'il faut qu'on ait présent. Notre directeur général des services, il est ici, il écoute religieusement, et donc... C'est un vrai sujet, parce qu'en fait, les EHPAD qui sont en place ont des difficultés à équilibrer leur budget, je crois que le président vient de le lire, mais aujourd'hui, pour cette demande, il n'y a qu'une place qui est disponible. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Ouais. Et que tout à l'heure on parlait de parcours, je crois que devant nous, c'est effectivement le maintien à domicile le plus longtemps possible dans des conditions et de l'accompagnement pour pouvoir faire baisser cette pression. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, voilà. Donc, Et les gens veulent ça. voilà, tout à fait. Alors on parle des pas de le mur, moi je veux pas toute expression, mais l'idée c'est créer les conditions pour que les gens restent dans de bonnes conditions le plus longtemps possible chez eux, avec l'accompagnement, et puis ensuite effectivement voir s'il y a d'autres possibilités outre l'EHPAD. Oui, parce qu'il y a plein de possibilités, mais c'est là où aujourd'hui vous êtes finalement, ce qu'on voit c'est que loger, insérer, recréer du lien, mais avec tout type de... Enfin, là où ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu tout type de génération et tout type de logement. Ah oui, oui. Voilà. On est en train de se... Si vous voulez, on a une... Vous gérez combien de logements à l'échelle nationale? 10 000 à peu près. 10 000, d'accord. Moins de 10 000. Et si vous voulez, on a une branche qui s'appelle Urgence, qui fait aussi l'accueil de sans-papiers, ou choses comme ça, toujours sous contrat avec le gouvernement, puisque notre association est toujours dans le respect de la loi. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai reçu hier un mail d'une famille qui me dit « On a été débouté du droit d'asile, est-ce que vous pouvez nous loger ?» Ben, nous, on ne sait pas faire. Nous, on fait que dans ce qui est strictement réglementaire. Donc, quand on a des personnes qui sont sans papier, c'est avec une convention avec l'État. C'est l'État qui nous a confié la gestion de ces personnes-là. Donc, on a des centres, 2 ou 3 centres comme ça. Non, on a plus que ça, on a 7 centres, je crois maintenant, qui sont conventionnés avec l'État pour cet accueil-là. Mais sinon, quand on voit, si vous voulez, que l'État ou les collectivités sont obligés de mettre des gens dans des hôtels, on trouve que c'est pas digne. Et donc on serait tout à fait favorable à créer on cherche actuellement à acquérir des hôtels pour les transformer, pour en faire des centres d'accueil. Parce que si vous voulez, en ayant avec l'argent que l'État met dans les chambres d'hôtel, on peut amortir un bâtiment et avoir une personne pour accompagner. L'État est tout à fait partant pour ça, à mon avis. Et de donner des... Oui. Donc aujourd'hui... On a effectivement 2 volets sur l'aspect hôtel. On a le volet État, puisque l'immigration est une compétence d'État et pas de collectivité. Donc ça, c'est vraiment la compétence État, c'est lui qui loge. Donc je pense qu'il est à la recherche de solutions et si vous pouvez l'accompagner là-dessus, c'est très bien. Nous, je regarde notre directeur général, mais on a le sujet des mineurs isolés d'une manière générale, alors qu'on accompagne, qu'on sait loger. Mais on a eu, alors là, c'est la situation plutôt meilleure qu'elle ne l'a été, mais on a eu quand même des pics des années 2020, notamment, enfin un peu avant le Covid, là, où à ce moment-là, enfin le Covid a ralenti le flux, mais où il y a eu quelques moments de logement difficiles. Ça a été, on a eu parce que voilà les quotas, nous on est à 1,1% à peu près schématiquement du quota nationaux, puisqu'en fait c'est une répartition qui est décidée par le gouvernement, qui n'est pas illogique. Et donc, mais quand on avait une augmentation très significative, parce que les réseaux de passeurs et compagnie, et on sait que ce 10% sont pas des mineurs, mais ça impose au département ensuite la capacité de déloger. Donc on les loge, on essaie de le faire dignement, de ne pas le faire dans les hôtels. Et il y a eu quelques moments difficiles où on a été en difficulté. Alors, il y a 2 sujets, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le sujet de ceux qui sont déboutés de droit d'asile et qui sont en procédure, QTF. Et là, voilà, avec des enfants qui sont scolarisés. Donc on a quelques familles, mais ils ne sont pas nombreux, c'est 3-4 dossiers, sur lesquels on n'arrive pas effectivement à trouver de solution intermédiaire, puisqu'on a essayé de travailler avec vous là-dessus. Et on est effectivement sur la rue de Strasbourg pour imaginer peut-être... Et la rue de Strasbourg, c'est qui va être le gestionnaire de ce bâtiment? Pour le moment, on est au niveau du CCS en réflexion, donc voilà.
Parce que toutes les options. C'était Van Gogh. Oui, c'était Van Gogh. Et après, nous, c'est pareil, nous, on agit dans le cadre du droit. Hein, donc, Ah oui, non, mais on applique strictement le droit. Aussi. Et le deuxième sujet, bon, avec moins d'acuité, mais c'est les jeunes qui sortent de l'ASE. David, qui a 18 ans, se retrouve quelquefois pas du tout armé pour pouvoir effectivement être autonome en termes de logement. Il y a peut-être une réflexion là-dessus. Ces comptes d'accompagnement, c'est voilà. On en a parlé d'ailleurs vendredi dans notre gros groupe de travail brainstorming entre guillemets sur la stratégie départementale de l'habitat. C'est comment on peut faire en sorte que les jeunes qui sortent de l'ASE, alors qu'on accompagne aujourd'hui en tant que jeunes majeurs on peut les accompagner jusqu'à 21 ans, mais qu'on n'ait pas fait tout ce travail d'investissement pour essayer de leur donner une nouvelle chance, pour les mettre complètement dans la nature, et finalement avec tous les risques que ça peut avoir, et comment on peut aussi accompagner par le sujet du logement, il y a tout un tas donc ça fait partie aussi des sujets qu'on va aborder dans la stratégie départementale en fait de l'habitat, parce que on va élaborer donc dans cette stratégie, le but c'est aussi on va pas se focaliser. Il y a bien sûr le gros sujet qui est la production de logements sociaux pour loger les actifs, mais à côté de ça, on a des sujets qui, en nombre, sont beaucoup moins importants, donc dans ce que vous gérez par exemple, mais qui, l'objectif d'une stratégie départementale, c'est quand même qu'elle balaye un peu tout le spectre et qu'on n'ait pas que la production de logement social qui est importante. On a d'autres sujets dans cela. L'accession à la propriété en est une aussi, mais on a tout l'habitat un peu spécifique, inclusif. Il y a plein de choses à voir, jeunes majeurs, et ça fait partie des choses où on a sûrement des choses à voir avec vous ou avec des associations comme les vôtres aussi là-dedans. Et on a par exemple aujourd'hui un propriétaire qui nous propose un logement sur Beau. Donc pour l'instant on n'a pas de bénévole sur Beau si vous voulez, mais c'est un logement dans lequel il y aurait, il me semble, alors je ne me rappelle plus le chiffre, mais un certain nombre de chambres. Et il voudrait le mettre à disposition de notre association. Pour l'instant, je n'ai pas de projet à mettre dedans. Par contre, dans ce que vous dites là, si on arrivait à trouver... nous, on pourrait très bien dire à ce propriétaire, on prend ça, et si on trouve si le département a la possibilité de financer l'éducateur qui s'occuperait de ce... On pourrait très bien, cette maison-là, en faire quelque chose. Bien sûr. Et puis il y a aussi à Bréant une communauté qui vend, qui a un bien qui se vend aussi, où il y a peut-être aussi possibilité de faire quelque chose, parce qu'il y a 24 chambres, je crois, et par contre il y a certainement des travaux énergétiques. C'est ça qu'il faut des fois regarder. Parce que là, il est KCF. Et sur les FJT, là, on a quand même fait avec le département qui subventionne les FJT, on a libéré un appartement en permanence pour l'ASE pour permettre au moment donné à un jeune de venir s'intégrer, tester le mode du foyer de jeune, est-ce qu'il est prêt à prendre une autonomie ou pas, en étant accompagné. Je pense qu'il faut aussi qu'on travaille vraiment tous ensemble parce que la réponse elle n'est pas unique. Non, et alors nous, et millénaire. On n'est pas du tout... On est tout à fait ouvert à ça. J'ai même dit à Mme Schmitt l'autre jour que ça serait bien en plus que les associations au niveau des communautés d'aglo puissent travailler ensemble, savoir ce que les enfants ont avec les autres, pour qu'on puisse ne pas faire de choses en doute. On a aussi l'analyse des besoins sociaux qui est en cours dans pas mal de communes. Et l'objectif, c'est une agrégation au niveau parfois des EPCI, des communautés. Donc il y a pas mal de choses à voir. Mais nous, c'était aussi important qu'on vienne... voir avec nos conseillers départementaux du canton, avec notre présidente de la commission, Sophie, pour moi, je connais un peu Habitat Humanisme, mais pas dans le détail de ce que vous me dites. Et pour nous, les élus, c'est aussi important de connaître tous ces champs d'action un peu spécifiques quand même, qui peuvent être en volume ou d'autres, pas dans les gros radars, si vous voulez, mais qui sont ô combien importants. On l'a vu tout à l'heure avec les résidents qui étaient là. Notre objectif, c'est, je l'ai dit lors des vœux la semaine dernière, ne laisser personne au bord de la route. Et donc personne, c'est que oui, celles et ceux qui ont des situations un peu particulières, en difficulté, qui n'ont pas besoin que d'un logement, mais d'un accompagnement social, d'où Habitat et Humanisme, trouve aussi une réponse dans notre département. Donc vraiment félicitations au niveau à la national, mobilisation. Si vous voulez, on est à 5% simplement d'échecs. C'est-à-dire des gens qui sortent de chez nous au même niveau que ceux qui sont rentrés, plus bas. Ça veut dire que dans 95% des cas, les gens ressortent de chez nous mieux qu'ils sont rentrés. Ils ont un peu reconstruit. C'est bien. Et si vous voulez, aujourd'hui, ce que je voudrais développer, on est en discussion au niveau de notre association, c'est développer justement le fait qu'on fasse de plus en plus de bails glissants avec les propriétaires. C'est-à-dire que
mais ça nécessite un changement de braquet dans notre profession. Ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve chaque Oui, année c'est ça, oui. des logements qu'on puisse remplacer, parce que la base de notre fonctionnement, c'est l'accompagnement. Ouais. Mais une fois que les gens, on les accompagne plus, si on les laisse dans le logement, ce logement-là, il est perdu pour cette partie accompagnement. Donc il faut qu'on arrive à trouver cette solution pour que et donc ça veut dire qu'il faut qu'on se mobilise, nous, associations, si on décide d'aller plus loin dans ce domaine-là. C'est ce qu'on veut faire sur Lorient. Sur Lorient, on démarre, c'est d'arriver à faire du bail glissant avec les propriétaires pour que ça rassure les propriétaires. Ils savent qu'il faut qu'on réfléchisse nous aussi à la manière dont on les sécurise, comment on peut faire avec les assurances pour les garanties de loyer, tout ça, comment on peut faire. Et ça, il y a un outil sur lequel on peut s'appuyer, c'est l'Union départementale des CCS, je t'en ai parlé. C'est le président, c'est pour ça qu'il Voilà. pense à Sceaux. Non, parce que c'est Mais je sais bien, je toutes sais. les communes. Et donc, tous les CCS, si tu veux, adhérents, ont la même problématique en termes d'hébergement, si tu veux, et ce que tu dis en termes de rotation. Parce que à chaque fois qu'on met quelqu'un là-dedans, effectivement, si on n'arrive pas effectivement à avoir une rotation pour pas mettre, ça se sclérose, quoi. Donc, c'est un sujet qu'on a ouvert avec l'ensemble des CCS. Ouais. Et d'ailleurs, on doit rencontrer le département pour en discuter. C'est pour ça que quand notre président national m'a parlé de ce programme C2E, là, avec, je me suis tout de suite porté volontaire. c'est bien, C'est si on arrive à capter des logements au niveau du département, ça va être formidable.